Eh bien, bonjour. Nous sommes très, très heureux de vous revoir pour la deuxième leçon de biopolitique que notre ami François Ewald va nous donner pour la deuxième fois, parce que c'est la deuxième. La première, il nous l'a donnée le 6 mai 2020, pendant le confinement. Et nous sommes, Laurence Barry et moi-même, nous allons prendre les questions que vous allez poser sur le chat et en ajouter pour interroger François. Donc, je rappelle, François Ewald est ancienne assistante de Michel Foucault au Collège de France. Il a créé l'association pour le centre Michel Foucault. Il est docteur d'État de l'Institut d'études politiques de Paris. Il a mené une carrière de chercheur au Collège de France et au CNRS. Ses travaux portent notamment sur l'analyse du risque. Il est professeur honoraire au Conservatoire national des arts et métiers où il a dirigé l'École nationale d'assurance. Il a présidé également le conseil scientifique de l'Université de l'assurance et il est par ailleurs membre du comité éditorial de la revue Risque, que beaucoup d'entre vous connaissent et qu'on vous recommande, et dont il est l'un des fondateurs. Laurence Barry, c'est une ancienne élève de l'école polytechnique, elle est statisticienne économiste de l'ENSAE, elle est actuaire qualifiée. Laurence est également titulaire d'un doctorat de sciences politiques. Elle a été à l'ACPR et elle a été Chief Actuary de EIJ Israël. Elle a occupé des postes de direction dans l'actuariat et le conseil. Elle mène aujourd'hui de front des projets académiques et de conseil. Elle est également administratrice d'une société d'assurance. Ses recherches portent sur les transformations de la rationalité moderne et plus récemment, sa mutation algorithmique. Excusez-moi, mais comme c'est complexe, j'ai du mal à le dire. Alors, je le refais. Les transformations de la rationalité moderne et sa mutation algorithmique. Voilà. Et moi-même, je suis actuaire, je suis membre du Haut Conseil de l'Institut des actuaires et j'ai le plaisir d'organiser et d'animer quelques webinaires comme aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez grâce au chat. Et Laurence et moi allons essayer de bien les collecter, de les regrouper. Et je passe la parole immédiatement à François. François, nous vous écoutons. Merci, merci Florence. Merci de cette deuxième invitation. J'ai une image qui est un peu figée parce que je crois qu'il y a un flux de données qui est un peu insuffisant. Enfin, je crois que ça gêne, j'espère que ça ne gêne pas l'écoute. Florence, tu as coupé ton micro. Florence a coupé son micro. Alors évidemment, on ne peut pas l'entendre. Bien, j'y vais. Allez-y. Je propose d'appeler cette petite leçon de biopolitique appliquée, donc numéro 2, je me suis proposé de l'appeler « Vivre avec le virus », formule qui correspond à la vision française des choses. Je vous propose d'aborder 3 points. D'abord, rappeler quelques principes simples de la vision, de la notion de biopolitique chez Foucault. Ensuite, voir sa mise en œuvre dans le cadre de la pandémie et avec cette année de recul. Et troisièmement, d'examiner quelques-unes des figures dans les discours, en particulier en France, sur le risque tel qu'il est appliqué pour décrire ou analyser cette expérience, risque et valeur de la vie humaine. Et je propose d'appeler cette partie biopolitique honteuse ou mal assumée. Alors, je rappelle rapidement quelques principes, quelques notions de la notion de biopolitique chez Michel Foucault. Donc,
d'abord, la notion rentre dans un projet de recherche, dans un projet théorique de chez Foucault qui est de proposer une histoire politique de l'Occident qui soit affranchie du modèle juridique. C'est à cause de dans ce cadre qu'il va élaborer la notion de gouvernement, de gouvernementalité. C'est une première dimension. La seconde dimension, c'est que la notion est forgée, en particulier dans le cadre d'une histoire de la sexualité. La notion est développée dans le premier volume de l'histoire de la sexualité de Foucault, La volonté de savoir, qui consiste à affranchir le schéma du pouvoir et du pouvoir dans sa relation avec la sexualité, à l'affranchir du thème classique depuis les années 68, enfin bien avant, le thème répression-libération qui vient de Reich et Freud. Comment la sexualité en vient-elle à être un objet de pouvoir, à être saisie comme instrument de pouvoir sur les individus? Et Foucault répond parce que cela correspond, parce que la sexualité articule deux programmes politiques, l'un qu'il qualifie de discipline, d'anatomo-politique qui vise les corps, qui les individualise, et d'autre part, un dispositif de contrôle, de régulation des populations en fonction de ses lois propres. Et la sexualité serait au carrefour d'un projet donc de gestion des comportements individuels et des populations. Alors, cette forme, la troisième notion, c'est que cette forme de gouvernementalité est mise en œuvre dans le cadre d'un programme politique qui est celui du libéralisme. Donc, il n'y a pas du tout de coïncidence entre biopolitique et dictature sanitaire. La biopolitique est mise en œuvre dans le programme du libéralisme qui se met en place dès le XVIIIe siècle. Exemple de ces programmes biopolitiques, la gestion des disettes à partir d'une autorégulation par les prix qui donne naissance à la notion de laisser-faire. Et puis, évidemment aussi, mais c'est un deuxième exemple, mais ce n'est pas le seul, évidemment les problèmes sanitaires. Et comme vous le savez, c'est au XVIIIe que les mathématiciens vont s'intéresser au calcul de la décision politique autour de l'inoculation de la variole et le problème de savoir si on peut justifier les morts ou les malades éventuels d'une pareille inoculation par un gain d'espérance de vie de la population, fameuse controverse que vous connaissez entre Bernoulli et D'Alembert. Quatrième dimension, donc c'est un programme qui vise les populations, c'est un programme qui s'inscrit dans une vision libérale des choses. Quatrième dimension, ce programme ne vise pas à réprimer, ne vise pas à interdire, mais il vise au contraire à intensifier. Il vise, et les notions qui vont avec, c'est la prospérité, c'est la croissance pour qu'une population vive non seulement bien, mais surtout qu'elle se porte bien, qu'elle soit dans un état de bien-être, on dira après de welfare, et ceci d'ailleurs s'inscrivant dans un cadre de compétition avec les autres États. Alors ce programme propose ses propres instruments de mesure, par exemple l'espérance de vie, ou la mesure des qualités physiques d'une population, etc. Et elle s'accompagne de développement de tout un savoir, de toute une série de savoirs, dont le principal est l'économie politique, qui est en quelque sorte la science mère de la biopolitique, mais avec la médecine, l'épidémiologie, la santé publique, la démographie, enfin tout ce que vous connaissez. Et évidemment, je n'oublie pas
les mathématiques, la statistique et l'actuariat. Alors, ce pouvoir est en principe inclusif, il concerne la population comme un tout, sans discrimination, mais comme on l'avait vu la dernière fois, se pose malgré tout le problème de cette population qui, pour pouvoir prospérer, doit être protégée des menaces qui, précisément, empêcheraient cette prospérité. Et là, Foucault, vous savez, je l'avais noté, et avec Laurence, dans l'article qu'on a fait pour la revue Risque, on a souligné cette question, d'où ce mystère que dans un programme visant à comment dire, intensifier, à développer, etc., on assiste à des grands massacres, précisément, qui sont faits. Comment les expliquer? Eh bien parce que dans ce même programme, eh bien, on peut avoir des visions très, très, très violentes pour protéger cette même population de dangers qui la menaceraient, et en particulier en son propre sein, et ça, ce qui est comment dire, la matrice de l'eugénisme, par exemple. Bien, mais en principe, la rationalité de ce pouvoir ne va pas vers de tels excès. Encore une fois, c'est un programme libéral. Et la question est de savoir, puisqu'il faut à la fois intensifier et protéger, jusqu'où ne pas aller trop loin. Et ceci ouvre sur l'idée de régulation. Il faut à la fois intensifier mais protéger. Et donc, on a des formes de régulation qui sont spécifiques, que Foucault appelle normes. Que Foucault dit on est dans un moment où la loi remplace la norme. Et on voit bien à partir de là comment la manière dont la gestion de l'épidémie est faite en France et finalement correspond intuitivement à un tel modèle biopolitique où à la fois on cherche à intensifier, à développer, à faire que l'économie fonctionne, mais en même temps à protéger la population contre le virus. Et tout le problème est de savoir où mettre le curseur, comment mettre le curseur. Car dans un tel programme qui comporte à la fois la liberté et la sécurité, la gestion de la relation entre sécurité et liberté est précisément le problème qui peut donner lieu à différentes solutions. Alors, s'il y en a qui veulent aller plus loin, je les renvoie à un texte d'un des cours de Foucault qui s'appelle « Naissance de la biopolitique », précisément. C'est un cours au Collège de France. Aux pages 64 et suivants, ils verront comment le principe biopolitique consiste à ménager des libertés et à organiser des contrôles, à intensifier des libertés et à protéger en même temps les individus. Et ça, selon des compositions qui, dans l'histoire de Foucault du libéralisme, vont donner lieu à plusieurs figures. Mais on va voir, et c'est ce que je vous exposais maintenant, comment dans le cas du Covid, on a affaire à plusieurs manières de gérer ce jeu, d'organiser ce jeu entre liberté, intensification et protection. Alors, c'est ma deuxième partie, donc la mise en œuvre, comment articuler protection et croissance. Ou alors, comment articuler exigences sanitaires et préoccupations économiques. Ce qu'on voit tout de suite dans la réflexion si on part de la réflexion de Foucault, c'est qu'il n'y a pas du tout d'opposition entre le sanitaire et l'économique. Dans un modèle biopolitique, les deux fonctionnent ensemble, les deux sont aussi nécessaires que l'autre, simplement,
il faut protéger et il faut aussi encourager le travail, l'économie, etc. La santé est d'une certaine manière, une population en bonne santé est la fin même de l'économie, de la même manière que des ouvriers de bonne qualité, en bonne santé, etc., sont de bons ouvriers qui permettent de faire fonctionner l'économie. Il y a une espèce de circularité entre l'un et l'autre. Il n'y a pas d'opposition. Dire qu'il a fallu choisir entre la santé et l'économie, c'est… Non, le problème, c'est qu'on ne peut pas choisir, mais on a des réglages à faire selon les situations particulières. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire, et c'est d'ailleurs quelque chose peut-être qu'on constate dans la situation, en tout cas celle que je connais, la situation française, qu'en réalité, entre la situation épidémique et la situation normale, il n'y a pas de rupture. En réalité, dans la situation épidémique va conduire à modifier des réglages, mais on ne va pas sortir, on ne sort pas du schéma général. C'est peut-être ce qui explique qu'on a on a des lois d'urgence, mais ces états d'urgence ne sont pas du tout des états policiers. C'est pas du tout sur ce thème-là que les choses se passent. Alors, dans cette articulation santé, économie, liberté, sécurité, à quoi on a assisté à quoi assiste-t-on dans le cas du Covid? On peut peut-être presque utiliser le passé, puisque nous allons en sortir grâce au modèle israélien. La première stratégie, ça consiste à ne rien faire. Et ça, c'est la thèse de l'immunité collective. Le plus vite sera le mieux. Le prix, bon, peut être très élevé, mais en fait, les morts sont les vieux. Bon, ils sont pas comment dire, le cœur de l'activité de la nation. Malgré tout, on est freiné parce que précisément l'objet de la biopolitique, c'est la santé. Et donc, on ne peut pas faire le sacrifice de la santé, même si on veut aller le plus vite possible vers l'immunité collective, qui est lui-même un objectif sanitaire. Alors ce programme-là, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Royaume-Uni et on l'a vu en Suède. Mais ce n'est pas du tout, alors il peut paraître finalement pour certains inhumain, mais on constatera que la Chine, par exemple, n'a absolument pas suivi ce modèle. Bien, alors ce type de modèle s'accompagne évidemment de discours sur le fait que la vie est tragique, que la mort est dans la vie, que en réalité, dans ces situations-là, il n'y a pas de responsabilité sociale, mais il y a affaire de chance et de malchance individuelle. Il faut savoir s'y adapter. Et voilà. Et donc, tout ça peut très bien alimenter, s'accompagner de discours finalement très violents contre l'idée de vouloir introduire à cette occasion des mesures de contrôle, des mesures de protection. Il y a une deuxième stratégie qui est celle qui s'appelle vaincre le virus. Ça, c'est la stratégie qui a été mise en œuvre en Asie et en Océanie. Alors, ici, il y a un calcul biopolitique, c'est que la prévention est toujours moins chère que la guérison, que le soin. Et donc, là, ce qui est mis en œuvre, donc ce sont des stratégies de prévention qui passent par le confinement individuel rendu possible par les nouvelles technologies. Alors, le collectif prime sur l'invocation à l'occidental des libertés individuelles. La solidarité est une valeur plus forte, avec ce qui est justifiable par des calculs très faciles sur le fait qu'un individu
qui vit dans une société reçoit de la collectivité beaucoup plus que ce qu'il va coûter par la contagion et en rendant malade son voisin. Bon, là, on a un modèle de solidarité assumée. Alors, je pense qu'il y a une troisième stratégie non, c'est Macron, c'est le président Macron qui appelle ça la stratégie vivre avec le virus et qui me semble correspondre non pas simplement à la stratégie, s'il y en a une française, mais à la stratégie européenne. Et là, qu'est-ce qui la caractérise? C'est une stratégie de l'accommodement. C'est une stratégie où on va chercher à maintenir la circulation du virus à un certain niveau. Ça, c'est très biopolitique. Ça, c'est vraiment l'idée de la recherche d'une régulation. Il faut que ça reste à un niveau acceptable. Alors, qu'est-ce qui définit la mesure de l'acceptabilité? Ce n'est pas l'idée, en réalité, de protéger la santé des individus. La mesure de l'acceptabilité, c'est la capacité du système de soins à soigner ceux qui tombent malades, et en particulier ceux qui tombent gravement malades. Donc, le critère, le curseur, c'est la capacité des soins de réanimation. Donc, le devoir de protection, dans ce cadre-là, n'est pas pensé comme une obligation de protéger contre le virus, mais de protéger contre les conséquences du virus, les conséquences graves. Donc, c'est une obligation de soigner. Il faut qu'il y ait de la place dans l'hôpital. Et le drame, l'excès, l'impossible, l'interdit, c'est le refus de soins. C'est qu'on se trouve débordé et qu'on ne puisse plus accueillir les malades, on ne puisse plus les soigner. Parce qu'on voit ce qui caractérise cette stratégie, ce n'est pas du tout une stratégie préventive, c'est une stratégie curative. On ne cherche pas tant à prévenir qu'on cherche à faire en sorte, au minimum, ou à faire le mini-maximum pour qu'on puisse soigner les gens, mais pas pour empêcher, encore une fois, le virus de circuler, ce qui fait la très grande différence, l'opposition avec la stratégie vaincre le virus. Alors, le problème de cette stratégie, c'est que, comme va le dire récemment le président Macron, c'est le virus qui devient maître des horloges. Dans le cas de la Corée ou dans le cas de la Chine, eh bien, on prend les moyens pour dominer le virus, sa réapparition, son développement. Ici, on est dépendant des lois d'épidémie. Alors, c'est très compliqué. Si on a un virus, c'est déjà très compliqué. Mais lorsqu'à un virus s'ajoute un mutant, un deuxième mutant, un troisième mutant, alors là, on a plusieurs épidémies qui s'enclenchent, sans oublier que cette multiplication des mutants est liée même au fait qu'on laisse le virus proliférer. C'est une stratégie accommodante, certains diront que c'est une stratégie de l'en même temps, mais l'en même temps, finalement, c'est assez biopolitique comme idée. Son coût, le problème, c'est que le coût de cette stratégie est faramineux. Des coûts en vie, puisqu'on laisse le virus circuler, comme en France actuellement, on a, je crois, 150 morts par jour. C'est tout de même énorme, ça fait 90 000, bientôt 100 000 morts. Dans le cas de la Corée, ces 100 000 morts n'existent pas. Il y a des coûts en vie privés de chance. C'est par exemple les 10 000 malades du cancer dont Axel Kahn revendique qu'ils puissent être soignés comme les autres et qui sont, mis en attente. Il y a des coûts sanitaires, je viens de le dire, c'est la multiplication des variants, s'il y a des coûts sur le système de soins, l'usure des personnels médicaux, il y a un coût économique et social gigantesque, 260 milliards d'euros si je ne me trompe, et puis comme ça dure, il y a des coûts psychologiques et politiques extrêmement élevés, ça n'en finit pas, les gens dépriment et ça devient politiquement très compliqué à gérer, puisqu'on entre dans des régimes de désobéissance
les gens se mettent à dire, d'ailleurs c'est ce qu'on voit, on fait la fête malgré tout, etc. Et tout ce coût est susceptible, va apparaître en fin d'épidémie. On va fera le bilan entre les différents pays et le poids finalement qu'ils auront chargé par rapport les uns par rapport aux autres. Alors, il y a une caractéristique évidemment fondamentale qui, on va dire, mais vu le coût de cette stratégie, comment est-ce qu'on a pu la choisir? Bien, tout simplement parce que ce coût n'est rien. Enfin, en tout cas, en termes économiques, c'est le quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte, il est permis par le fait que la Banque centrale permet de consommer de l'argent, en quelque sorte, ad infinitum. L'argent gratuit fait qu'il n'y a pas de contrainte financière. En tout cas, elle n'est pas... Bon, on accumule de la dette et indéfiniment, et voilà. Et donc, il y a là un principe, le quoi qu'il en coûte, qui renvoie à cette politique des banques centrales, est en fait un principe d'irresponsabilité qui fait que, on peut laisser durer. Sinon, sans doute, les choses seraient très différentes. Alors, on voit bien qu'on est dans une stratégie curative. Alors, quand on fait appel au vaccin, mais c'est encore dans l'idée que le vaccin va permettre d'éviter les hospitalisations. Le vaccin n'est pas fait pour empêcher les contaminations, mais pour faire que les hôpitaux restent vides malgré l'épidémie. On est donc toujours dans le curatif. Mais en même temps, c'est une stratégie donc coûteuse, mais c'est une stratégie aléatoire parce qu'on se rend dépendant. On est dépendant du virus et on est dépendant de ceux qui vaccinent, de ceux qui produisent les masques, de ceux qui produisent les tests. On est dépendant on s'installe, en fait, on se met dans une position de multiples dépendances. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail des dépendances. Il y a des dépendances qui sont liées aux pénuries, il y a des dépendances qui sont, je dirais, intellectuelles et morales, par exemple le thème des libertés, le thème de l'acceptabilité, etc. Le thème les dépendances, enfin, c'est plutôt une autorisation par notre rapport à la Banque européenne, à la Banque centrale européenne. Et puis aussi, il y a l'idée finalement qu'on peut s'en référer à une vision libérale très ancienne, non pas, je dirais, un peu pré-biopolitique, qui consiste non pas à gérer, à gouverner la population face à ce risque, mais qui va consister à faire appel à la responsabilité individuelle, à une sorte de libéralisme individualiste, une vision morale plus que sanitaire du libéralisme. Voilà, voilà cette troisième vivre avec le virus, alors va aboutir. On accuse beaucoup l'administration de ne pas savoir faire son boulot, d'être trop lourde, etc. Mais en réalité, les paradoxes, les incompréhensions, etc., sont inscrits dans ce programme où à la fois il faut laisser faire et en même temps contrôler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est constamment dans des situations impossibles. On confine, mais à l'air libre. Alors oui, d'accord, confiner à l'air libre, qu'est-ce que ça veut dire? On ferme certains magasins parce qu'il faut fermer, évidemment, il faut empêcher les lieux de contamination, mais on n'en ferme pas d'autres qui, par rapport à d'autres, ne semble-t-il, ne manifestent pas de particularité. Mais le problème, alors, on maintient les écoles ouvertes, mais en même temps, on sait qu'on prend un gros risque. En fait, dans cette logique, on est, je crois, dans une logique
dans une logique du pari permanent. Il faut faire le maximum du minimum. Alors, voilà. Et donc, ça aboutit à cette gestion qu'on peut trouver chaotique, mais qui, je pense, fait partie de ce programme. J'arrive à ma troisième partie sur le risque et la valeur de la vie, qui était plutôt... Alors, là, c'est s'intéresser au niveau réflexif, au niveau des discours, au niveau des instruments intellectuels qui sont utilisés pour penser ou intervenir dans ce contexte. Alors, ma thèse est la suivante. Ma thèse serait la suivante, c'est que le Covid-19 aura en France marqué le moment de la prise de conscience qu'on était dans un ordre biopolitique. Ce concept, bon, Foucault l'a mis en circulation il y a déjà bien longtemps, puisque c'est en 74, 75, enfin, que la première fois le mot apparaît dans le corpus foucaldien, mais c'était resté très théorique. Et là, on se trouve confronté à cet ordre biopolitique. Et cette confrontation est une découverte, je pense, pour beaucoup, et une découverte honteuse. Et cette découverte se fait à travers des associations, des combinaisons entre risque et vie qui sont multiples et que je vais essayer de décrire avant qu'on discute. Alors, la première figure, la première configuration, je dirais, c'est celle du déni. Alors, c'est par exemple le professeur Raoult. Le professeur Raoult dit « on en fait trop ». Mais cette épidémie, ce n'est rien. D'ailleurs, ce n'est même pas une épidémie. D'ailleurs, il n'y a même pas d'épidémie. D'ailleurs, est-ce qu'il y a jamais déjà eu une épidémie? Alors, on vous dira « oh, mais finalement, au bout du compte, vous verrez, en termes d'espérance de vie, en termes de mortalité, l'épaisseur du trait. » Voilà. Il ne se passe rien. Ah bon? Alors, l'idée qu'il y a derrière, ça ne m'étonne pas du professeur Raoult, parce qu'il est philosophe, c'est qu'il n'y a pas d'épidémie, mais il n'y a que des représentations de l'épidémie. En réalité, les gens ne vivent pas, ce n'est pas l'épidémie qu'ils vivent, mais c'est la représentation de l'épidémie qu'ils ont ou qu'on leur donne. L'épidémie, c'est un phénomène subjectif, c'est un phénomène émotionnel, et là, on fait peur, on a fait peur et on crée de la panique. Et en fait, on gère une panique qu'on a soi-même créée. Et on aurait pu, la thèse de ces gens-là consisterait à dire qu'avec une vision bien scientifique, bien rigoureuse, cette épidémie, c'est dans toutes les épidémies, une parmi bien d'autres, et donc on aurait réduit, on aurait pu avoir une stratégie de réduction de la peur plutôt que de multiplication de la peur avec les paniques que cela engage. Bon, c'est sympathique. On trouvera un peu la même idée chez quelqu'un comme Comte-Sponville, qui va dire on se trompe d'indignation. On se trompe d'indignation. Le problème, ce n'est pas les morts du Covid, qui sont des vieux, mais le problème, c'est ceux qu'en insistant sur les morts du Covid, on continue à ne pas vouloir voir, c'est-à-dire par exemple ceux qui meurent de pauvreté. Alors, évidemment, et là on va comparer les chiffres entre, morts du Covid, il y en a, je crois que c'est 1 million, quelque chose comme ça, ou 2 millions, il y en a 10 millions pour les morts de pauvreté dans le monde, vous voyez bien le bilan. Mais évidemment, ce type d'argument est un peu compliqué parce qu'on ne voit pas comment la corrélation qu'il y a entre les deux. Ce n'est pas parce qu'il y aurait moins de morts du Covid ou plus de morts du Covid que ça changerait les chiffres de la pauvreté. Il n'y a pas de vase, il n'y a pas de vase communicant. Mais bon, voilà, il y a cette idée que… Et ça, cette
cette erreur, en quelque sorte, de préoccupation, eh bien, est liée au fait qu'on accorde trop de valeur dans nos sociétés à la santé. Alors, chez quelqu'un comme Comte-Sponville, ça veut dire que cette panique témoigne d'une société désaxée sur le sens, sur le poids des vraies valeurs, où les vieux prennent en otage les jeunes et les sacrifient à son bien-être. De fait, c'est une expression du nihilisme contemporain. Bien, ça c'est une première forme. Finalement, le risque de l'épidémie, ce n'est pas le risque d'être malade, mais c'est le risque qu'on soit emmené dans un récit qui vous désaxe, qui vous rende fou, qui vous fasse abandonner. Le risque est moral. Enfin, le risque est... Voilà. Alors, il y a deuxième... là, c'est une première figure. Une deuxième figure, c'est ceux qui s'indignent. Là, il y a une littérature très abondante. On s'indigne qu'on protège la vie, mais on va dire la vie nue. Alors, là, la vie, alors on va dire, la vie nue, c'est une expression de Walter Benjamin. Bon, la vie nue n'a pas de valeur. La vie en tant que telle est une non-valeur. La vie qui se donne elle-même pour fin est sans valeur. Ce qui fait la valeur de la vie, c'est le risque. C'est par le risque que la vie prend de la valeur. Et là, on en revient, vous savez, enfin, il est plus cité, mais c'est la matrice, vous savez, de la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, où la question, quel est l'esclave? L'esclave, c'est celui qui choisit d'éviter le risque de sa vie. Et celui-là se met dans une position de dépendance. Le maître, c'est celui qui, au contraire, prend le risque. C'est lui qui est véritablement un homme. Alors, là, on est dans une vision du risque, mais qui est une vision héroïque. Ce n'est pas du tout la vision de l'assureur. Cette vision-là, c'est une vision archaïque qui date de la chevalerie, du martyre, du sacrifice, de l'engagement. Ce n'est pas du tout celle de l'assureur, parce que celle de la vision du risque de l'assureur, précisément, c'est le risque, c'est celui que va lui donner l'armateur. L'armateur, il n'est pas là pour se perdre la vie dans sa navigation. Il est là, le risque, au contraire, ça lui sert à faire en sorte qu'il ne perde pas sa fortune dans la navigation. C'est faire en sorte que par la mutualisation du risque, eh bien, il se protège et il n'est pas à se risquer. Et il n'est pas à risquer sa fortune. C'est totalement différent. Le risque de l'armateur, c'est un risque bourgeois, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec le risque du chevalier. Là, on est dans une vision aristocratique. Et alors là, donc, vous avez eu toute une série il y a toute une littérature donc de critique de la biopolitique, si vous voulez. La vie, ce qui compte, c'est pas la vie, mais c'est ce qu'on en fait. Voilà. Alors là, vous avez des gens, bon, par exemple, ça va être le BHL va écrire un livre là-dessus. C'est le risque qui fait l'importance de la vie. Et puis vous avez toute une espèce de mobilisation qu'on pourrait dire conservatrice ou libérale conservatrice qui est non, tout ça, cette gestion est horrible, qui protège la vie pour elle-même, ces gens ne sont pas des hommes, il faut savoir être tragique et comprendre que nous sommes faits pour la mort, que le Dasein est un être pour la mort, etc. etc. Bon. Et donc, on va dénoncer la biopolitique. C'est une manière d'en prendre conscience et on la dénonce
mais on la dénonce donc au nom du risque, au nom de la liberté. Mais enfin, c'est quoi la liberté dont il est question aujourd'hui? C'est l'économie, précisément. C'est la croissance, c'est prendre l'apéro, c'est faire la fête le soir, c'est la convivialité. J'appelle ça, c'est la liberté à l'âge de la petite gorgée de bière. Bon, c'est pas le grand risque. C'est pas le grand risque d'avant. Parce qu'encore une fois, ce qu'on appelle liberté, ce sont les valeurs mêmes qui sont produites par la biopolitique, qui sont proposées dans un état de bien-être. Et c'est là que je trouve que ces figures sont un peu des figures honteuses. C'est parce que ce sont des formes de belle âme. On dit, on ne veut pas être pris dans ce jeu, mais en réalité, on n'a rien à proposer d'autre. Simplement, on se donne une figure de la résistance, une figure de celui qui ne veut pas obéir, qui n'obéira que par lui-même, parce que finalement, ils vous disent qu'ils respectent tous les gestes barrières. Troisième figure, à mon avis, c'est le risque pour le gouvernement. Et il y a là aussi un usage particulier du risque. Alors, ce n'est pas du tout le précédent, ce n'est pas du tout l'usage du risque aristocratique, du risque comme principe d'une aristocratie. Donc, dans cet univers biopolitique où les gens sont préoccupés par leur santé, il y en a qui se lèvent et qui disent « Moi, je suis préoccupé par autre chose, les valeurs, etc. » Bon, très bien, donc je ne suis pas le peuple. Bien, alors pour le gouvernement, le risque, à mon sens, enfin, tel que je vois les choses, s'observe de deux manières différentes. Le risque est le premier, évidemment, le grand risque, c'est la perte de contrôle. C'est que l'épidémie, c'est que le nombre de malades dépasse le seuil de la capacité hospitalière. On aura tout calculé, on aura donc cherché, encore une fois, le maximum du minimum, mais il peut arriver que, donc on est dans une logique du pari et le problème, c'est de perdre le pari. C'est tout le problème de ces politiques de freinage, c'est qu'on peut être à tout moment submergé. Et à ce moment-là, il faudrait prendre des mesures strictes qu'on va retarder le plus vite possible, encore une fois, qui sont à chaque fois extrêmement, extrêmement coûteuses. Et puis, la deuxième dimension du risque, ce n'est pas le risque de la perte de contrôle, mais c'est le risque qui est lié aux personnes à risque. Le risque de la perte de contrôle, il concerne tout le monde. C'est un risque de la population, c'est un risque de la société, de la nation tout entière. Puis un deuxième, dans ce risque-là, il y a le risque distingué, encore une fois, nous voyons bien, qu'on appelle des personnes vulnérables. C'est qu'il y a certaines personnes, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, ou certaines d'entre elles, eh bien, ces personnes-là sont plus vulnérables que les autres au Covid et doivent avoir une protection particulière. Donc, dans cette logique du risque, on va chercher à protéger la population, mais à protéger plus les vulnérables, les personnes vulnérables. On va protéger les plus exposés. On va surprotéger et évidemment, donc là, on va introduire une sorte de différenciation, une sorte de discrimination. Et évidemment, le problème qui va se poser, mais pourquoi les surprotège-t-on alors que du même coup, on abandonnerait d'autres, pas nécessairement des malades, mais par les mesures que l'on prend, qui vont être mis dans une situation plus difficile. Alors moi, je pense que dans notre vision actuelle, cette idée de cette notion de vulnérabilité, d'abord, elle est tout à fait respectable. Et ensuite, je pense qu'elle fait partie, dans la période récente, d'une composante qui est très philanthropique,
qui est dans cette dimension d'inégalité très grande dans laquelle nous sommes, eh bien, il est bon, dans une vision inclusive, de s'intéresser aux personnes vulnérables, les personnes qui sont dans les situations les plus difficiles, les plus fragiles, précisément cette vulnérabilité qui décrit un rapport au risque. Et ça, c'est un peu une logique d'assistance qui fait partie, qui est une composante des problématiques gouvernementales actuelles. Bien, ça c'était donc une troisième articulation du risque et de la vie. Je vous en propose encore deux autres et j'arrête. La suivante, c'est d'une certaine manière l'inverse de la précédente. Là, donc on voit donc, encore une fois, cette problématique politique prend la population comme un tout, cherche à faire en sorte que les contraintes soient les minimales, tout en maintenant pour pouvoir soigner tout le monde. La promesse politique, c'est le soin. Bien. Et puis, il y a ces personnes vulnérables qu'on va chercher à protéger plus que les autres, et les autres attendent. Regardez les échéances vaccinales, les programmes vaccinaux sont faits selon ce régime. Bien. Puis, on peut avoir des critiques qui vont au contraire dire, mais pourquoi c'est une erreur de vouloir protéger. Alors, on ne va pas parler des personnes vulnérables, mais on va parler des vieux. Et on va dire, eh bien, pour protéger ces personnes âgées qui ont en moyenne 80 ans, d'une espérance de vie de quelques années, on sacrifie, dit-on, 2 générations. Les 30 ans, et puis ceux de la génération, les 30-40 ans, puis la génération d'après. Et on dit, mais il faut inverser la relation, il faut inverser les choses, il faut arrêter ce sacrifice, on parle de sacrifice, il faut arrêter que les vieux sacrifient les jeunes à leur bien-être et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on abandonne une vision de solidarité au niveau de la population pour une vision du sacrifice. Être solidaire, ce n'est pas faire les gestes qui permettent à tous, collectivement, ensemble, de se protéger, mais c'est savoir se sacrifier pour certains. La solidarité, c'est le sacrifice. Et dans cette figure-là, dans cette dimension-là, eh bien, on retrouve en inversé, en miroir, les problèmes des discriminations de la figure précédente, mais simplement, on va dire, eh bien, il faut non pas protéger les vulnérables, en tout cas s'ils sont les vieux, mais au contraire, il faut que les vieux se sacrifient pour les jeunes. Donc, le résultat, c'est eh bien, que les personnes âgées, eh bien, se planquent, évitent, si elles sont exposées, leur valeur n'est pas exactement la même que celle des jeunes, planquez-vous, confinez-vous, évitez de vous exposer et la société pourra continuer à fonctionner. Et là, on se trouve, je trouve ça dans ce schéma qu'a décrit Foucault dans Il faut défendre la société, de cette biopolitique qui aboutit à non pas un mécanisme de solidarité, mais un mécanisme de ségrégation où une partie de la société est invitée à se sacrifier à l'autre. Donc on est là dans une logique du sacrifice. Alors, bon, tout ça est allé très loin, puisque
des gens tout à fait respectables, comme le professeur Delfrécy, a adopté cette position, je pense un peu en désespoir de cause. Le professeur Côme, au mois d'août, voyant les jeunes se réunir, etc., un jour a dit tant mieux qu'ils se contaminent entre eux, etc. Le problème, c'est que si on gère une épidémie, le problème, ce n'est pas exactement les vieux. Parce que qui contamine les vieux? C'est très peu les vieux qui se contaminent entre eux. Mais c'est seulement les jeunes qui, par leur mode de vie, précisément, multiplient l'accélération du virus. Donc c'est un peu compliqué de dire simplement « Ah ben tout ça, les vieux ont qu'à se planquer. Et ont qu'à, en quelque sorte, réduire leur vie, puisque ça veut dire qu'ils n'ont plus de contact, etc. Ils doivent réduire leur vie dans des chambres d'hôtel, etc. C'est même plus des EHPAD. On peut imaginer le schéma parce qu'il faut qu'ils se sacrifient pour les jeunes. Bon, il est clair, il ne faut pas oublier que arriver à ces positions-là n'est possible que parce qu'on n'a pas choisi le choix de vaincre le virus. Si vous êtes dans une stratégie de vaincre le virus, ce type de débat n'existe pas. C'est des débats qui existent dans la configuration vivre avec le virus. Alors, alors je sais que Laurence, il va nous parler certainement, parce que Laurence est, je ne sais pas si elle plaide toujours, mais cet argument finalement d'une gestion différentielle des populations, à partir du moment où on connaît suffisamment les risques de chacun, eh bien, il est légitime de faire cette différence. Une très grande majorité de la population vit normalement, se transmet le virus mais ne tombe pas gravement malade, et puis une autre est mise de côté ou se met de côté. Et donc le devoir, c'est plus d'avoir des gestes barrières, mais le devoir, c'est quand on a un certain âge ou quand on est une personne vulnérable, de se mettre hors circulation. Bon, évidemment, je la vois qui se met à bouillir, mais ça ne rendra que le débat plus passionnant. Alors la dernière figure, c'est l'inverse en quelque sorte des précédentes, c'est quand le risque est revendiqué, mais dans le cadre d'une biopolitique assumée, d'une biopolitique rigoureuse et radicale. Alors je ne sais pas si vous avez lu les textes de Christian Gaulier, mais je vous invite à lire, vous connaissez tous évidemment Christian Gaulier. Christian a écrit des textes en termes de décision publique, de prix de la vie, etc. Et le désespoir de Christian, c'est toujours le désespoir des économistes, c'est qu'ils sont là pour conseiller le prince dans sa décision publique, et le prince ne suit pas les observations pourtant portées par une rationalité implacable. Alors, quelles sont les propositions que fait Christian? Elles sont doubles. Il y a un first best et il y a un second best. Le first best, c'est quoi? Eh bien, c'est la stratégie coréenne. D'un point de vue de calcul de risque, de coût-avantage, il n'y a pas débat. Eh bien, il faut adopter une stratégie vaincre le virus. Moi, j'ai plaidé pour j'ai écrit un petit article avec Catherine Hill à l'automne, si je me souviens bien, désespérant de voir la manière dont le déconfinement s'était opéré, et pour proposer qu'on reparte à zéro à partir d'une politique de test systématique. Bon, on n'a pas voulu le faire, ça n'a pas été fait, enfin ça a été fait régionalement, ça a été mal fait. Puis de toute façon, l'épidémie était déjà beaucoup trop repartie pour que ce soit possible. Mais voilà, et au moins, on se remet dans une position, vaincre le virus. Je crois qu'elle a des vertus sociales, elle a des vertus morales, c'est qu'elle a les vertus de la solidarité. Et si on veut refaire nation,
on aura perdu la chance que l'épidémie soit l'occasion de ça. Là, on a laissé les intérêts, les égoïsmes se développer, alors que je ne pense pas que les gens le voulaient vraiment. Enfin, c'est une autre affaire. Alors, la deuxième, le second best, qu'est-ce que c'est pour Christian? Le second best, c'est, eh bien, si on ne peut pas faire la première solution, eh bien, il faut que les vieux, les personnes vulnérables se protègent et s'isolent et que le fonctionnement social puisse se poursuivre le mieux possible, le plus généralement possible. Alors, bon, moi je comprends, mais moi j'ai un problème. Mon problème est le suivant. C'est qu'à partir du moment où vous faites cette distinction, donc, vous dites, eh bien, il y a une certaine partie de la population dont finalement le risque est plus important en termes de coûts et très faible en termes de bénéfices. Que cette population, c'est précisément la population des vieux. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a en réalité pas de différence, il n'y a pas de rupture entre la situation épidémique et la situation régulière. Eh bien, quel est le programme pour les vieux dans le futur? Pourquoi devrait-on continuer à consacrer autant d'argent à les soigner? Finalement, si je poursuis la logique du second best dans l'avenir, eh bien, je dirais, on accorde trop d'argent à des gens etc. Et on devrait se concentrer, non pas sur les EHPAD, etc., mais nous concentrer sur la formation, etc., etc. Il me semble que le risque de l'épidémie à ce moment-là, ce n'est pas l'État policier, comme certains ont pu le dire, mais c'est précisément qu'on se mette qu'on introduise ce type de calcul qui nous était jusqu'alors, je crois, un peu étranger. Bien, voilà ce que je voulais dire. Et il me semble que, donc, à part celle de Christian, ces positions sont des positions, encore une fois, qui s'inscrivent parfaitement dans un programme biopolitique, mais qui en même temps sont réticentes, en quelque sorte, à se découvrir pris dans un tel programme, alors qu'elles croyaient vivre dans un autre univers. C'est donc une manière de se mettre à l'écart. Alors, 3 conclusions. La première, donc, c'est dire, là je répète ce que je disais tout à l'heure, finalement, cette épidémie aura été peut-être la prise de conscience de cet ordre biopolitique dans lequel nous vivons, mais nous n'avions pas vraiment conscience et par rapport auquel nos représentations sont quelque peu décalées et nous rendent malheureux. Alors, face à ça, il y a une réaction aristocratique qui va consister à dire la vie qui mérite d'être vécue, quelle est-elle, etc. Et par rapport à ça, j'avoue que j'ai une certaine réticence parce que j'ai un peu l'impression que se répète quand même à travers ça le discours des anywhere et le discours des somewhere, le discours des mondialisés. Oui, pour nous, la vie, c'est le risque, etc. Et puis, le discours de ceux qui ne sont pas mondialisés, qui sont les périphériques, et qui, eux, seraient le nez sur leur santé, dont la vie, etc., n'auraient pas compris cette sagesse fondamentale. Eh bien, par rapport à ça, moi, je relis Descartes à le discours de la méthode. Bon, tout le monde connaît ce passage. Enfin, ça ne fait pas de mal de le lire. Descartes nous dit donc pourquoi faire de la philosophie? Alors, ce n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui feraient qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé
laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Voilà, alors ça, je pense que c'est une aussi, il ne faut pas oublier ce message cartésien, c'est que finalement, on est là pour avoir une santé telle qu'elle nous permette d'avoir une belle vie. Enfin, la notion de risque, vous voyez, on l'a encore vu ici, on le connaît bien dans l'assurance, est en réalité au carrefour entre sélection et mutualisation. L'ambiguïté de la notion de risque, qui est à la fois un principe de mutualisation sur une population, mais en même temps un principe de discrimination au sein de cette population. Je pense que c'est quand Foucault parlait du régime, on passait d'un régime de la loi à un régime de la norme, c'est un peu aussi la même chose avec la norme. La norme est une règle qui s'applique à tous, mais qui en même temps introduit des distinctions, est un principe de distinction, ce qui n'est pas du tout le cas de la loi. La loi est abstraite, la loi ne voit pas qui on est. Là, on est dans des formes de totalisation qui sont en même temps individualisantes. Voilà ce que je voulais dire, et vous remercier encore de m'avoir permis de réfléchir un peu et de mettre quelques idées presque au clair. Merci beaucoup, François, c'est tout à fait passionnant, ça pose les questions d'une façon structurée. C'est la moindre des choses, cher Florent. Merci. Oui, mais ce n'est pas si facile. Heureusement que vous êtes là parce que c'est pas facile de bien distinguer les différentes notions. On est dans une situation très complexe. Alors, je vais commencer par une question d'actuaire. Pour mener cette biopolitique, dans un certain nombre de stratégies que vous avez nommées, il faut... alors d'abord, il faut quand même bien constater que, du moins en France, en Europe, il y a une très grande attente de la population vis-à-vis des gouvernants. La population-là, elle est confrontée peut-être pour la première fois depuis bien longtemps à sa petitesse, à l'incertitude, une toute petite chose qui n'est même pas un être vivant et qui remet en cause le monde entier. C'est quand même quelque chose qui est très déstabilisant, donc, et qui nous met en plus dans l'incertitude, ce que les gens ont du mal à supporter. Et il y a une très très grande attente des gouvernants, comme dans une attitude un peu infantile, d'attendre des réponses. On attend qu'eux, ils savent qu'ils aient un cap, enfin, ça a été dit tout au long de la crise, un calendrier, un horizon, etc. Et pour faire tout ça, les gouvernants ont besoin d'éléments, de données, de moyens de piloter la politique qu'ils vont mener, même dans celle qui n'a pas été développée, qui est combattre le virus, tuer le virus, il faut avoir des éléments quand même, il faut avoir des données. Et on peut dire quand même que là, c'était bien difficile parce que en période d'épidémie, on a quand même une différence, un écart très grand entre la vitesse de l'épidémie et la capacité à collecter les données, à avoir accès aux données, à les collecter et à pouvoir savoir où on en est. Au début de l'épidémie, et même encore maintenant, on ne peut pas dire qu'on le domine complètement, on ne savait pas très bien comment les contaminations se faisaient. Au début, on a mis du temps à savoir que c'était par aérosol.
Et le simple comptage des malades et des non-malades, des gens contaminés et pas contaminés, on ne l'avait pas. Estimer ce que peut être une immunisation, une immunité collective, alors qu'on ne sait pas qui a été contaminé, qui en a souffert, été malade et qui ne l'a pas été. La seule chose qu'on était capable de compter, c'était les gens à l'hôpital. Et quand ils mouraient, on ne savait pas très bien compter, et on ne comptait pas de façon homogène s'ils étaient morts de la Covid ou d'autres choses. Et les différents pays n'ont pas compté la même chose. Dans l'application des mesures, confinement, pas confinement, fermeture des écoles, etc., l'appréciation de l'impact réel de ces mesures est extrêmement difficile parce que c'est multifactoriel et on n'arrive pas à savoir si une chose a marché parce que la température a monté, que le temps était sec et qu'en plus il y avait les vacances scolaires ou si c'est parce qu'on a fait une autre mesure. Donc, est-ce que la biopolitique, elle peut valablement s'exercer dans une période où on n'a pas les données, où elles sont de mauvaise qualité? Alors, il y a beaucoup de choses, Florence, dans ce que vous dites. Alors, concernant l'incertitude, je pense que l'incertitude ici, c'est pas une incertitude, comment dire, je dirais objective. L'incertitude qu'en France nous vivons, nous ressentons, elle est liée à la stratégie même que nous adoptons, qui fait qu'on peut, comme on est dépendant du virus, de ses variations, de ses développements, et de l'accès aux vaccins, etc., on est constamment soumis. Si vous êtes dans une logique de type Corée du Sud, à ce moment-là, il y a beaucoup moins d'incertitudes. On sait que si un malade réapparaît quelque part, eh bien, il sera immédiatement traité, isolé, ses cas contacts, etc. Et voilà, c'est pas du tout la même chose. Alors on peut dire la vie sera plus compliquée pendant un certain temps, ou combien de temps, etc. Mais c'est pas du tout la même chose. Je pense qu'il y a une incertitude générée par ce qui fait que quand vous êtes mis dans cette position de dépendance, c'est extrêmement difficile de donner. Alors le gouvernement essaye de dire ça sera le 15 avril, après on dit le 15 mai, maintenant c'est fin septembre. Enfin bon, mais on n'en sait strictement rien, mais c'est obligatoire. On ne peut pas le reprocher. On le reproche quand même. Et non, mais elle est liée à la liberté. Oui, non, mais si vous aviez, je vous dis, cette stratégie génère de l'incertitude parce que c'est une stratégie de la dépendance qui fait que vous flottez. Et puis, alors il y a en même temps des trucs qui sont un peu bizarres, c'est que la gestion biopolitique française est à la fois par un côté très biopolitique, il y a tous les instruments d'une biopolitique, les hautes autorités dans tous les sens, les statisticiens, les démographes, etc. Il y en a. Et puis d'un autre côté, on a, mais c'est encore une fois la stratégie, on a le chef qui fait des paris. On a le chef qui dit mais non, parce que ce que va dire la biopolitique, c'est que l'épidémie, elle obéit à des lois. Et donc, si on voit apparaître à tel moment tant de cas, et qu'on ne fait rien, on sait qu'on en aura tant d'autres un mois plus tard. Et ça, malheureusement, avec une certitude. Mais on a un président qui dit non, on aura le vaccin, ou alors tenez-vous bien, et puis ça ne va pas se passer. Et là, ce qu'on vient de voir dans la période récente, c'est que malheureusement, les chiffres sont plus forts. Il y a bien donc des lois de l'épidémie et on peut pas s'en affranchir, en particulier en se renvoyant à la responsabilité individuelle. Et là, je comprends que les gouvernés soient en attente des gouvernants pour savoir ce qu'ils
ce qu'ils ont à faire, mais de très précis. Voilà. Alors, l'accès aux données, oui, bien entendu, il faut les donner, mais là, vous posez la question, si des circuits à travers lesquels ces données sont prélevées actuellement, sont constitués, sont échangés. Alors, il n'y a pas beaucoup il y a à la fois tout un débat un peu sourd et en même temps pas très public, parce que j'imagine qu'il va y avoir des batailles entre statisticiens, entre les différents lieux, etc. Mais bon, mais là, la question que vous posez, c'est la question de l'impréparation. C'est l'épidémie, ça c'est un des gros problèmes auxquels on subit, c'est notre impréparation qui fait qu'on est obligé de subir, et je pense que la stratégie de Macron, vivre avec le virus, est une stratégie de la dépendance, de la pénurie, de l'impréparation. Voilà, et on gère une situation qu'on est constamment en train de suivre. Bien, oui, oui, mais moi, en même temps, encore une fois, allez regarder les pays asiatiques, regardez la Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas de problème d'accès aux données. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Alors, il n'y a qu'à faire comme pourquoi ne pas faire comme eux? Alors, il n'y a pas un problème de dire, il y a telle différence de culture, nous sommes des démocraties. Ah, ok, nous sommes des démocraties, mais il faut voir qu'est-ce que ça veut dire dans une telle situation. Enfin, et là, les écarts qui vont se manifester à la fin de l'épidémie entre ces pays-là dont la croissance n'a jamais diminué, n'est jamais devenue négative, et nous, c'est quand même très compliqué. Puis même dans leur présentation de ce que nous sommes, enfin, c'est très compliqué. Donc, oui, il faut être prêt, oui, oui, il faut des données, mais je dis, il n'y a pas de problème technique, il y a des problèmes politiques. Oui. Moi, je voudrais abonder dans ce sens et corriger ce que vous avez essayé de me faire dire. Et en fait, je voudrais repartir, pour essayer d'expliquer ce que je voulais dire, je voudrais repartir de cette notion de savoir-pouvoir dont parle beaucoup Foucault, qui consiste à dire que un savoir vient, non, une façon d'exercer le pouvoir demande une certaine forme de savoir, et à l'inverse, le savoir vient nourrir une certaine forme de pouvoir. Et on a l'impression aujourd'hui, enfin c'était ça le sens de ma question, qu'il y a une inadéquation fondamentale entre la façon dont on exerce le pouvoir et le type de savoir auquel on a accès. Parce que, alors la solution, vous l'avez dit, c'est la solution coréenne, ce serait individualiser totalement la gestion du risque, ce serait tracé, testé, isolé. Mais très vite en France, on a décidé qu'on n'en avait pas les moyens techniques, logistiques. Et du coup, en fait, on a travaillé avec d'autres indicateurs qui sont des indicateurs statistiques, segmentation, qu'on connaît aussi assez bien. C'est quelque chose voilà, on a fait ça pendant tout le XXe siècle. Et en fait, indépendamment de ce que disait Florence sur la temporalité, on commence à connaître assez bien les facteurs de risque. Donc, on sait qu'il y a des facteurs par âge, on sait qu'il y a un facteur socio-économique qui est important, on connaît l'effet des comorbidités, etc. Et gouverner à partir de ces indicateurs, justement parce que c'est travail sur des segments qui sont trop globaux pour pouvoir vraiment être efficace, ça semble être tout le temps très maladroit. Et en fait, on retrouve, vous l'avez dit à la fin, en fait, on retrouve des problématiques qui sont connues en assurance entre segmentation et mutualisation. Et en fait, cette segmentation, telle qu'elle est pratiquée, elle se heurte à des objections qui rappellent les débats qu'on a connus aux États-Unis au début des années 80, notamment sur le facteur homme-femme. Parce qu'on disait, c'est pas parce que je suis un homme que je conduis moins bien que les autres. C'est cette idée que les bons risques ne veulent pas payer pour les mauvais et les avoir placés dans une case, ça ne veut rien dire pour eux vraiment. Puisque l'épidémie, elle est vraiment quelque chose qui devrait se gérer au niveau singulier, mais on en est incapable. C'est pareil sur ces idées de sacrifice d'un groupe par rapport à un autre, c'est toujours parce qu'en fait, on est obligé de travailler sur des segments et favoriser un segment plutôt qu'un autre, il y a toujours des gens dans tel ou tel segment qui ne vont pas être d'accord, qui vont voilà. Et donc, en fait, on se trouve dans des situations où, bon, d'un côté, l'État, en imposant des mesures globales, il se fait le garant d'une certaine solidarité au niveau national, mais il faudrait savoir ce qu'on met là derrière. Et en même temps, il ne se donne pas les moyens de gérer de façon efficace ce qui arrive. Voilà, c'était ça mon idée. Hein. Et je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus. Laurence, voilà. Ouais.
sur le décalage, je suis assez… Attendez, j'ai un dernier point. Et justement, alors il y a cette tension, le fait qu'on a un savoir, on sait mal l'appliquer, et on en est arrivé au stade, à ce propos-là, que certains avis du Conseil scientifique ne sont pas publiés. C'est-à-dire que on sait, comme vous l'avez dit, qu'on ne peut pas se battre contre les chiffres de l'épidémie, et le pouvoir continue de dire, non, je vais faire autrement. C'est-à-dire qu'on est dans un décalage total entre le savoir et le pouvoir. C'est quand même assez étonnant. Oui, non, voilà. je serais plus… J'introduirais un peu plus de complexité. Ce qu'il y a, c'est que notre président, il y a toute ce que j'ai appelé cette aristocratie. Il y a aujourd'hui une espèce d'aristocratie qui a une vision, qui utilise beaucoup, d'ailleurs, j'ai un peu contribué d'ailleurs à favoriser cet éloge du risque, etc., à une certaine époque de ma vie. J'ai même écrit avec Kessler un article, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans le débat en 2000, qui est un truc que je vous invite à le regarder. Ça, c'est un sacré truc. Non, il y a cette espèce d'aristocratie qui est qu'on a un libéralisme moral qui n'est plus, qui n'est pas, effectivement, dans certaines sphères du pouvoir, qui n'est plus ce libéralisme statistique qui est fondamentalement basé sur des chiffres, etc. Enfin, toute l'économie libérale, c'est une économie du chiffre, c'est de la statistique, etc. Et ça, c'est vrai. Là, il y a un problème, ce qui fait que à la fois on a le conseil scientifique, mais un conseil scientifique qui a une composition singulière, parce que ce conseil scientifique, il comprend des épidémiologistes, des virologues, etc., mais il comprend aussi des psychologues, si je ne me trompe, des sociologues, c'est-à-dire un autre univers en réalité, qui est là pour faire apparaître les conditions d'acceptabilité, la souffrance, qu'on prenne en compte des données qui ne sont pas exactement, alors qu'on va introduire maintenant, qu'on va complexifier comme étant des données du risque, mais qui ne sont pas au sens, disons, le plus traditionnel. Alors ça, oui, ça, je suis d'accord. Et là, ça, et là, ça marche. Là, enfin, mais je pense que ça vient en second par rapport à cette idée fondamentalement biopolitique d'utiliser au maximum le minimum de contraintes. Et donc, pour avoir des arguments pour ça, on va se référer à des arguments moraux. Mais je pense que c'est lié à cette stratégie qui elle-même est liée à la situation dans lequel on est parti. Mais c'est vrai aussi qu'on a des obstacles, ce thème des libertés individuelles, ce thème que, regardez, le passeport sanitaire. Enfin, pourquoi faire une montagne du passeport sanitaire? Ça pourrait permettre de remplir les théâtres, de remplir, etc., de remplir les bistrots, de se retrouver demain au bistrot avec notre passeport ou notre certificat d'avoir été malade, et on ne peut pas. C'est complètement ridicule. On va dire, ça va rendre la vaccination obligatoire. Tant mieux. François, justement, cette spécificité européenne est particulièrement forte en France. Est-ce que la protection des individus ne constitue pas un véritable frein à l'organisation et à la gestion de la crise? J'en prends pour exemple le fait que, par exemple, les pouvoirs publics eux-mêmes, on protège beaucoup la liberté individuelle, et c'est très bien, mais l'intérêt collectif entre quelquefois bien en opposition à cet intérêt individuel, en tout cas dans l'esprit des gens, parce qu'en réalité, dans une épidémie, ce n'est pas le cas. Et justement, juridiquement, les deux entrent en conflit.
je peux en prendre comme exemple le fait que les pouvoirs publics eux-mêmes sont l'objet de poursuites. Le passeport sanitaire, pourquoi pas? Parce que c'est une atteinte à la liberté. Si on regarde le cas de Microsoft qui avait été choisi par HDH, centrale de données, en plein cœur de la pandémie, alors qu'il n'y avait pas d'autres opérateurs européens, il n'y avait pas besoin de faire un appel d'offres puisque c'était les seuls, ou bien on faisait avec Microsoft, ou bien on ne faisait pas. Ça fait l'objet, c'est monté au Conseil d'État. Plus récemment, pour prendre des rendez-vous via Doctolib, donc les pouvoirs publics ont fait un partenariat avec Doctolib, ça a été attaqué et c'est monté en Conseil d'État. Il y a eu une décision, un avis du Conseil d'État le 12 mars pour autoriser cette chose, mais la défense des libertés individuelles a constitué la critique, par exemple, très publique qu'a fait la CNIL sur l'application Stop Covid, ou je ne sais plus comment elle s'appelait, n'a sûrement pas contribué à ce que les individus aient confiance dans l'application et dans l'utilisation que certains mal intentionnés, notamment les pouvoirs publics ultérieurement, pourraient faire. Est-ce que là, on ne peut pas considérer que l'intérêt individuel de la protection des libertés individuelles n'a pas joué un rôle important? Et je l'exprimerai en termes de bénéfice-risque. Est-ce qu'il n'y a pas dans la politique et dans la biopolitique forcément une gestion de type bénéfice-risque qui en fait est incompatible avec une vision juridique de la liberté individuelle? Alors, sur le dernier point, vous êtes parfaitement foucaldien, parce que précisément le modèle biopolitique qu'identifie Foucault est un modèle qu'il identifie parce qu'il veut faire une histoire de l'Occident en dehors des cadres juridiques. Il dit que ça ne fonctionne pas au droit, ça fonctionne autrement. Donc c'est deux univers hétérogènes. Oui, donc de ce point de vue-là, vous avez raison. Maintenant, je ne sais pas comment. J'aurais plusieurs éléments de réponse à vous donner. D'abord, on voit bien que le gouvernement avance toujours est très peu souverain. Le gouvernement est très précautionneux dans les mesures qu'il peut prendre, parce qu'il a peur qu'elles ne soient pas acceptées. Et ce n'est pas un terme d'ailleurs de liberté individuelle au sens juridique. Il a peur que ça provoque des rejets de type gilet jaune. Il a peur que ça provoque des formes de dissidence ou des formes de résistance qui d'ailleurs ont commencé qui se manifestent. Mais encore une fois, ce n'est pas sous des formes d'atteinte à des droits, à des libertés fondamentales. D'ailleurs, pas tellement en France, François, finalement plus à l'étranger qu'en France. Oui, mais alors il faut voir à l'étranger, c'est quand même ceux qui font ça, ce sont ceux qui sont un peu, ce sont des extrémistes souvent de droite, qui précisément profitent de ce thème pour dire nous ne sommes pas de ce monde, nous avons nos propres lois et nous n'allons pas obéir, etc., etc. Non, alors ça c'est un phénomène très, très, très étonnant dans la gouvernementalité moderne, c'est que le gouvernant ne peut plus s'appuyer sur le contrat social, mais il faut qu'il attende une réédition, en quelque sorte, de ce contrat à tout instant par le consentement. Donc, je ne peux pas prendre une mesure sans si je n'ai pas mesuré le consentement de la population. Moi, ma deuxième remarque, ce serait de dire, est-ce que c'est vraiment la population en général qui est dans cette attitude-là? Je ne suis pas sûr du tout.
Moi, il me semble que la population, on l'a vu dans le premier confinement, a été très bien acceptée, a été même en réalité désirée, parce qu'on voulait en sortir. Ce qui n'est pas désirable, c'est que ça n'en finisse pas. Mais qu'on prenne une bonne mesure pour en finir, je pense que là, il y aurait une assez grande adhésion. Par contre, il y aurait effectivement toute une série de gens disant « Ah oui, mais non, nos libertés, c'est une horrible, on entre dans un régime tyrannique, etc. » Troisièmement, c'est qu'effectivement, on est dans un moment, alors je ne sais rien, parce que dire ça, c'est toujours un peu gonflé, mais un peu par rapport à certaines valeurs collectives en retrait. Voilà, pour moi, je l'ai dit à la précédente leçon, la formulation de la doctrine, il faut quand même voir que la sortie du libéralisme en France, c'est le solidarisme dont la base est la contagion, dont le principe de base a été de repenser les relations des individus sur la base pasteurienne de la découverte de la contagion. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, ce principe solidariste ne sert plus à appuyer des obligations. On préfère d'opposer aux obligations de la solidarité la protection de libertés individuelles, bon, certainement très importante. Et alors, je ne vois pas pourquoi, mais un peu abstraite, parce que la CNIL nous défende contre des abus des GAFA, c'est une chose, mais qu'elle empêche Stop Covid, c'est autre chose. Voilà. Et donc, ce qui fait que on perd la dimension d'une gestion nationale du sujet et qui est très qu'on retrouve dispersée, individualisée, etc. Ça, c'est une perte, oui, oui. Je le regrette. Je le regrette. Est-ce que vous pourriez, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire un mot du rôle du principe de précaution qu'on a vu dans toute sa magnitude avec l'arrêt du vaccin AstraZeneca et cette espèce d'amalgame qui, en recherchant le risque zéro, fait qu'on confond danger et risque. Quel est pour vous le positionnement du principe de précaution dans une gestion biopolitique et notamment avec les aspects de la contradiction avec la gestion à bénéfice-risque? Oui, alors, non, le principe de précaution, il a introduit la dimension de l'incertitude dans l'analyse bénéfice-risque. Donc, j'ai été étonné de voir comment finalement on avait perdu la culture du principe de précaution puisqu'on a répondu, mais comment ça se fait qu'on applique dans le cas du vaccin et des thromboses AstraZeneca, on a dit comment ça se fait qu'on applique le principe de précaution puisque les bénéfices sont évidemment très supérieurs aux risques. Mais précisément, ce que font apparaître ces thromboses, c'est l'idée c'est l'idée d'un signe, d'une évidence au sens américain du terme, non pas d'une preuve, mais d'une évidence, d'une manifestation qu'il y a peut-être un problème. Alors, ce que dit le principe de précaution, c'est que lorsqu'il s'agit de la santé, eh bien, on doit prendre en compte cette évidence, enfin, ce signe, engager des recherches, c'est ce qui a été fait, hein, pendant les 3 jours. Enfin, c'est un peu bidon d'ailleurs, mais bon, ça a été fait. Et puis après ça, il a été décidé qu'il n'y avait pas que l'évidence ne témoignait pas d'un risque. Et donc, on a continué. Mais il y a une contradiction dans votre esprit entre l'application du principe de précaution poussé à fond, comme pour cette histoire d'AstraZeneca, et la biopolitique. Pour vous, c'est cohérent?
Pour moi, ça fait partie de la même famille. Ça fait partie de la même famille. C'est la même partie de la même famille. Le principe de précaution complique la gestion bénéfice-risque par la prise en compte de l'incertitude. Et il y a des très beaux travaux de Christian Gollier là-dessus, qui a montré comment on pouvait réintroduire le principe de précaution dans une analyse bénéfice-risque en faisant des évaluations dans le temps, en donnant des prix à des dommages éventuels dans le temps, etc. Il a réintroduit, il a même eu je crois, le prix Samuelson aux États-Unis pour ça. Mais c'est vrai que ça complique les choses. Et en même temps, ça n'ajoute pas grand-chose. Et là encore, là, il y a une dimension judiciaire. On a considéré deux choses. Un, sans doute pour le gouvernant qu'il fallait qu'il se protège, parce qu'on pourrait, si jamais ces signes se confirmaient et qu'il n'avait pas fait les choses, il pourrait être poursuivi, première chose. Et deuxièmement, il y avait le problème de si on ne fait pas cette suspension, eh bien alors on va perdre la confiance. Et c'est à nouveau cette espèce de crainte que les gouvernants ont des gouvernés. Alors justement, dans la biopolitique, ça suppose des individus libres qu'on gouverne en les laissant libres. À l'époque où Michel Foucault a fait ses travaux, il n'y avait pas les réseaux sociaux. La dimension numérique, notamment les réseaux sociaux, ont changé considérablement les modes de relation, la communication, et donc le poids de la parole publique qui est moins important en volume. Oui, oui. Et quand on sait que les messages négatifs, alarmistes, les choses, les drames, les crimes, enfin les choses noires et négatives sont regardées, je crois, 10 fois plus, ou peut-être encore plus, que les choses positives. Ce sont des statistiques, il y a plein de statistiques avec les réseaux sociaux. On voit que ça complique considérablement la tâche de la biopolitique, puisque les individus libres, ils vont être influencés de plus en plus par des messages qui ne sont pas les plus porteurs de bonheur, de confiance, etc. Et donc, quelle est la part de cette communication dans la biopolitique? Et je pense notamment à un point qui est ce qu'on appelle le nudge, que vous devez bien connaître, donc qui est la capacité qu'il y a d'influencer les gens pour leur bien, manger des fruits et légumes. Alors c'est à la limite de la publicité, ça doit être bien fait pour que les gens ne se rendent pas compte que c'est de la communication orientée. Quelle est la part de cette nouvelle communication dans la gestion en biopolitique et notamment dans cette crise où ça n'a pas été génial quand même? Alors, concernant la liberté, en réalité, on n'entend pas liberté dans un sens abstrait. La liberté, c'est celle que le pouvoir crée, c'est les espaces qu'il vous donne. Hein. Donc, on vous rend libre, c'est-à-dire on vous donne des capacités, des droits, etc., qui vont vous permettre de faire... c'est dans ce cadre-là, cette liberté, elle est instituée. Et précisément, elle va être instituée pour que la confrontation, enfin la rencontre, l'articulation de ces différentes libertés entre elles soit la plus productive possible. Bien, donc, alors, en ce qui concerne le nudge, c'est lié à la prise de conscience que les modèles de rationalité comportementale qui ont fait de la fin du XXe siècle, en réalité, se sont révélés, on a considéré qu'ils étaient erronés parce que les gens
c'est le vieux débat entre Bernoulli et Pascal. Enfin, les gens ne se comportent pas comme on voudrait qu'ils se comportent. On dit à ce moment-là, leur comportement est irrationnel. Donc, il y a eu plein de travaux sur le fait que, en réalité, il y a des biais, etc. Bon, cette rationalité est limitée, mais enfin, on pouvait le savoir depuis longtemps. Alors, effectivement, on a créé, d'où cette idée, eh bien, il faut corriger ces biais de comportement qui fait que les gens ne vont pas vers leur mieux, vers leur meilleur. Alors, en réalité, c'est très près d'une théorie de la liberté et d'une théorie des incitations, c'est-à-dire comment faire. Vous savez comment en économie, on va faire par une taxe, par ceci, etc., que les comportements vont changer, alors que les préférences étaient là à un moment, elles vont aller là de l'autre. La théorie du nudge, c'est dans ce cadre-là, avec une dimension paternaliste, car en réalité, le nudge, pour moi, c'est quand même très près d'un comportement paternaliste, tout simplement, qui suppose effectivement qu'il y en a certains qui ont à gouverner d'autres, en fait, et qu'on ne peut pas laisser tout le monde, comment dire, libre avec soi-même. Troisième réponse à votre question, là, vous introduisez avec les réseaux sociaux un autre problème, qui est le fait que, qui est le problème de la confiance et qui est le fait que désormais, ça c'est pour des raisons qui sont maintenant longues, les gens peuvent penser que précisément on cherche constamment à obtenir d'eux quelque chose qui n'est pas nécessairement dans leur intérêt. Et à ce moment-là, effectivement, ils vont se construire une contre-représentation qu'on appelle le complot. C'est-à-dire, en fait, si on nous dit ça, c'est pour ça. Ou si on nous dit ça, c'est parce que derrière, c'est un peu l'hydrochloroquine. Ah bah oui, c'est parce que ça coûte pas cher qu'on dit que ça vaut rien. Si ça avait été produit par un grand laboratoire et que c'était très cher, alors on nous dirait tout à fait autre chose. Donc chacun y va de son interprétation. Chacun y va mais en fait c'est pas son interprétation parce que c'est des interprétations coagulées effectivement sur les réseaux sociaux où chacun va partager une interprétation. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans un monde, on ne vit plus dans un monde de faits, mais on vit dans un monde d'interprétation. À l'interprétation que propose, comme on dit, le récit, le pouvoir, on propose un contre-récit, qui est une certaine forme de résistance, en fait. Oui. Alors, une dernière question, peut-être que je suis en train d'essayer de retrouver, parce que je ne suis pas capable de vous poser la question, c'est bête si je ne la retrouve pas, c'est une question très intelligente. Voilà. Pensez-vous que l'on pourrait relier la biopolitique au Great Reset de Klaus Schwab, que je ne connais pas, pour une autre grille de lecture? Pardon, à quoi le Klaus Schwab? Le Great Reset. Ah oui, alors ça c'est autre chose. Alors bon, je dirais que, encore une fois, l'épidémie nous rappelle que, en tout cas, que nous sommes dans un monde qui partage ses valeurs, ses programmes biopolitiques, que l'épidémie à la fois vient conforter et compliquer. C'est ce que j'ai essayé de dire, ce n'est pas une rupture, etc. Bien, alors maintenant, dans la biopolitique aujourd'hui, elle n'est pas du tout simplement sanitaire. Le problème du vivant, le problème de la survie du vivant est lié aussi aux problèmes environnementaux, aux problèmes du climat et aux problèmes sociaux, aux problèmes des inégalités, à la situation de ces classes moyennes déclassées, ce que Angus Deaton appelle les morts de désespoir, etc. Donc, la Great Reset, c'est comment élaborer un programme qui soit tel que le programme biopolitique tel qu'il avait été conçu et mis en œuvre dans
dans la période néolibérale, n'est pas durable. Donc, s'il doit survivre, eh bien, il faut qu'il se transforme. Il faut qu'il se transforme, ça veut dire qu'il faut que les entreprises et ceux qui investissent dans les entreprises investissent dans l'idée qu'ils ont une responsabilité sociale, dans l'idée qu'il leur appartient de traiter la question climatique et de réorganiser la mondialisation de telle manière que la compétition et l'enrichissement des 1% ne se fassent pas au détriment des 80%, ce qui est le cas en Occident, où la mondialisation apparaît désormais comme un jeu à somme nulle. Ce qu'on va perdre, ce qu'on perd en emploi se retrouve en France, vont se retrouver soit dans les pays de l'Est, soit en Chine. Et maintenant, cette vision-là est totalement impossible, puisqu'on s'aperçoit que la Chine est aussi développée et même plus que nous, et va nous par exemple pour les voitures, donc il s'agit effectivement de réinitialiser, en tout cas en Occident, de réinitialiser le programme pour qu'il soit durable, pour qu'il soit soutenable, pour qu'il se survive. Sans quoi, eh bien, on va être... et là, l'épidémie de Covid est effectivement un moment important. Alors, ce qu'il faut bien voir, j'en ai pas parlé, j'ai peut-être eu tort, c'est que dans l'épidémie de Covid, il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, il y a la dimension sanitaire, mais la dimension des plans de relance. Hein, ça fait partie du programme. Et les plans de relance, c'est effectivement le Great Reset, c'est effectivement la grande réinitialisation et où on doit modifier, mais je pense toujours dans c'est toujours le même programme de la prospérité. C'est toujours ça qui s'oppose à la décroissance, etc. Et je crois que nous avons même dépassé notre horaire. Je vous remercie grandement de tous ces échanges tout à fait passionnants. Nous pourrons peut-être faire une troisième et dernière leçon. J'espère qu'on aura fini avec l'épidémie avant. Alors, voilà. Merci beaucoup, François. Je crois que Laurence a dû être emportée par la tempête de sable. Laurence est dans la baie et est partie se baigner. Et donc, nous sommes désolés qu'elle n'ait pas pu continuer à finir la réunion avec nous. Un très, très grand merci, François. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont posé beaucoup de questions et nous n'avons bien sûr pas pu répondre à toutes, d'autant que c'était le rôle de Laurence de les collecter puis de les rassembler et ça a été difficile pour moi de faire les deux à la fois. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et un très grand merci, François, pour cette conférence. Florence, c'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez permis de travailler un peu. Et c'est toujours un bonheur, même si c'est quelquefois difficile, parce que c'est compliqué tout ça. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée.